Pari gagné pour le comité des normalisations de la Fédération congolaise de football association qui durant 6 jours, soit du 17 au 22 juin 2024, a réuni les experts du football congolais au centre Nganda de Kintambo pour un atelier de révisitation de règlements généraux et sportifs du football en RDC. L'événement intervient 21 ans après les réformes des textes de 2003 et de 2019 qui n'ont jamais abouti. Cette fois-ci, près de 30 experts issus de ligues nationales et provinciales, de clubs, ainsi que de certains corps de métier, se sont réunis avec pour objectif principal de doter le football congolais d'une réglementation amendée conformément aux textes standards de la FIFA et de la CAF. Dans son mot de clôture, Dieudonné Sambisele Luntu, président du comité des normalisations, a remercié les participants pour le travail abattu, lequel permet de remettre le football congolais sur l'orbite en tenant compte de l'évolution mondiale. Cela montre l'importance que vous accordez non seulement au football, mais à la façon dont vous voulez que le football se développe dans notre pays. Et nous pensons que ce geste que vous avez fait en vous mobilisant durant une semaine, de vous enfermer ici pour remettre à jour les règlements généraux sportifs, montre que vous voulez vraiment accompagner le CONOR pour qu'on remette notre football sur le rail. Cela est très important. Cette étape fait partie du chronogramme assigné au CONOR. En ce qui concerne le RGS, je n'ai vraiment pas beaucoup de choses à dire, sinon vous remercier encore une fois de l'excellent travail qui a été abattu et je pense que les résultats, comme l'a dit le secrétaire général, sont satisfaisants et que l'ensemble du peuple sportif congolais apprécieront ce travail. Organisé sous la supervision de Doudou Landou, team manager de Léopard Football Senior et de Maître Innocent Kibundoulou, secrétaire général du comité des normalisations, qui revient ici sur les différentes innovations que présentent désormais les nouveaux textes du football congolais au regard de l'évolution actuelle. Nous avons mis l'ensemble de nos textes au même diapason que les textes de la FIFA et de la CAF. Dans le RGS, on a enlevé tout ce qui paraissait anachronique et dépassé. Nous avons mis nos textes au même niveau que ce qu'exigent la FIFA et la CAF. Et parmi les textes de base, il y a eu les codes d'éthique, les statuts de la FIFA sur le joueur et le transfert du joueur. Nous avons pris aussi le code de discipline des 2 instances et bien d'autres textes qui sont vraiment intégrés dans notre arsenal juridique. Et il y a eu beaucoup d'innovations, tant dans les règlements généraux et sportifs que dans le code disciplinaire de la FECOFA. La vulgarisation aura lieu, mais le mieux, c'est de se procurer de ces textes-là. Et j'ai pris que la FECOFA ait les moyens nécessaires pour les distribuer, pourquoi pas gratuitement. Ces textes révisés sous l'œil expert d'acteurs du football concernent tous les aspects de la gouvernance du football, du statut de joueur à la gestion des instances dirigeantes, en passant par la mise en place d'une chambre nationale de résolution des litiges entre joueurs et équipes, entre clubs et instances dirigeantes. Pour ce qui est du football, c'était nécessaire de revoir, de retoucher, d'élaguer, d'ajouter sur les règlements généraux sportifs qui existaient déjà. Je prends le cas aujourd'hui, je me félicite parce que ça a toujours été mon souci, cette histoire de joueurs éligibles pour un match à reprogrammer. On vient d'élaguer cette affaire. Donc nous allons avoir des commissions des arbitres et nous aurons aussi le département des arbitres. Donc c'est un ajout. Et puis il y a aussi quelques amendements par rapport à ce qui concerne les arbitres, leurs sanctions qui ont été modifiées. Certains ont été revus à la baisse et d'autres ont été revus à la hausse selon les erreurs qui seront commises. Et puis nous avons aussi ajouté au niveau du RGS les sanctions que doivent recevoir les officiels qui commettent des infractions vis-à-vis des officiels de match. Le football sans loi, ce n'est que la jungle.
Les lois partent du terrain et en dehors du terrain et sur l'organisation. Les supporters doivent retenir qu'ils sont responsables et leurs actes, les clubs seront préjudiciés. Aujourd'hui, les gens viennent au stade insulter, se battre, casser. Mais dorénavant, on a beaucoup plus accentué sur ces sujets. Les supporters de tout club qui va s'égarer des dispositions réglementaires, la responsabilité reviendra à son équipe. C'est qu'à ce jour, en attendant que ces nouvelles dispositions soient promulguées, il faut que les uns et les autres, les supporters, les directions des différentes équipes prennent des mesures parce que ça sera vraiment très très serré. Et nous avons calqué surtout notre squelette par rapport aux dispositions de la CAF. Aussitôt les travaux terminés, une commission restreinte sera mise en place pour une sorte de mise en commun. Les textes finaux seront ensuite soumis au comité de normalisation pour promulgation et sensibilisation. Maintenant, le plus important, ça ne va pas être de le publier, le plus important, ça va être de l'appliquer, de l'exécuter, de faire en sorte que ce qui a été écrit soit mis sur le terrain pour que tout le monde puisse bénéficier justement de ces bonnes résolutions. Et au vu du travail qui est abattu, on peut être très content. Et je pense qu'on peut aussi féliciter le travail qui est effectué par le CONA, qui nous a réunis pour cet atelier. Et nous, en tant que direction technique nationale, nous sommes ravis de savoir que toutes les intelligences des avocats et des experts des différents domaines ont pris part à ces assises et que, en tout cas, je pense à notre niveau qu'aucun détail a été omis. Avec ces textes sportifs nouveaux, le football congolais se met déjà au standard international pour sa modernisation. Mesdames et messieurs, bienvenue à suivre cette nouvelle chronique qui sera consacrée à ces jeunes internationaux espoirs Yvan de la République démocratique du Congo. Il évolue au sein du DC Virunga. Il s'appelle Salomon Balingene et Cédric. Bonjour Cédric, bienvenue. Bonjour monsieur Jacques. On va revenir avec vous Cédric sur ce qu'a été votre saison. Et déjà plus près de nous, revenons sur ces stages. Vous êtes international U20 de la RDC. Vous avez participé à ces stages qui s'est tenu au Maroc le mois passé. Qu'est-ce que ça fait à votre niveau, Cédric, représenter son pays en portant son maillot de la sélection nationale? Pour chaque jeune du pays, représenter son pays, c'est un rêve. Et moi aussi, je fais partie de ces jeunes-là qui rêvaient un jour de jouer pour son pays. Et je peux dire que pour moi, ça a été un honneur de représenter mon pays à ces stages que nous avons passés là au Maroc. Ça m'a fait du bien de représenter mon pays. Si ça vous fait du bien dans ces stages, vous jouez 2 matchs contre le Maroc, Yvan Cédric. Sur les 180 minutes possibles, vous avez 80 minutes que vous jouez. Qu'est-ce que ça vous apprend, ces passages en sélection nationale avec tous vos coéquipiers sous le directif du coach Guy Boukassa? Bon, j'ai appris beaucoup de choses dans l'équipe nationale parce qu'il y avait beaucoup de joueurs qui jouent maintenant là dans des équipes professionnelles en Europe. Et pour moi, ça a été comme une leçon ou un avantage, si je peux le dire, de travailler avec eux dans l'équipe nationale. Donc j'ai appris beaucoup de choses qu'ils tirent aussi dans leur club là en Europe. Cédric, déjà si on doit parler du footballeur venant de la ville de Goma, cette saison, vous êtes l'un des rares joueurs évoluant à Goma qui a fait beaucoup plus de déplacements. On peut citer le Sénégal avec le football scout Yvan. Il y a aussi ces stages au Maroc avec la sélection congolaise. Déjà, qu'est-ce que ça fait ou quelle est la différence entre le football que nous jouons ici en ville de Goma et le foot que vous avez vécu au Sénégal, mais aussi au Maroc avec la sélection nationale? C'est très clair par rapport à notre football d'ici à Goma et ce que j'ai vu là au Sénégal et au Maroc. Ici à Goma, on est très très loin dans le monde footballistique, on est très loin. Mais là au Maroc, ils sont déjà, si je peux le dire, en voie d'être professionnels parce qu'il y a des joueurs qui viennent de l'Europe. Dans les tournois qu'on a joués, il y avait des joueurs qui ont déjà signé en Europe dans des clubs européens. Il y avait aussi des entraîneurs qui viennent de l'Europe, tandis qu'ici à Goma, il n'y a pas de joueurs qui ont le niveau, si je peux le dire, de jouer pro. Pour le moment, il n'y en a pas, parce que nous n'avons pas un encadrement meilleur. Et c'est pourquoi je peux dire à nos dirigeants de voir comment ils peuvent améliorer les encadrements des jeunes d'ici à Goma pour améliorer notre football.
Le message il est passé, espérons que les dirigeants vont passer par ici et suivre ces messages que vous aviez à donner dans cette chronique, Cédric. Mais continuons cette interview avec vous, loin de la sélection nationale et loin de votre passage au Sénégal avec le football scout event. Parlons de votre saison sportive avec l'équipe du DC Virunga. Vous jouez la Ligue 2, vous avez joué la Ligue 2. Comment vous avez jugé personnellement votre saison et en moment aussi on peut parler collectivement l'équipe du DC Virunga? Bon, je ne peux pas dire que ma saison a été meilleure, mais elle a été moyenne. Parce que je me suis fixé quelques objectifs, mais je n'ai pas pu arriver à réaliser ces objectifs-là. Mais gloire à Dieu, on est sorti deuxième collectivement, l'équipe est sortie deuxième du championnat. Individuellement, je peux dire que je n'étais pas meilleur ou super, mais j'étais moyen, vu ce que j'ai ressorti dans les terrains. Toute la saison, Cédric, vous avez été capitaine de cette équipe, l'un des clubs les plus populaires de la province du Nord Kivu. Ces brassards-là, à votre âge, qu'est-ce que ça fait de le mettre et quelle est la charge que vous aviez sentie peut-être à un moment avec ces brassards de l'équipe du DC Virunga? Je peux dire que ça m'a aidé à grandir mentalement parce que porter une grande équipe comme Virunga sur les dos n'est pas facile. Nous avons appris beaucoup de choses en portant ces brassards-là et nous avons tiré beaucoup de leçons. Comment on peut se comporter devant, lorsqu'on gère une équipe ou devant nos fanatiques, comment on peut se comporter lorsqu'il y a beaucoup de pression dans le terrain, comment on peut gérer l'équipe lorsqu'on joue les matchs, comment on peut diriger les groupes où il y a des joueurs plus âgés que toi. Je peux dire que j'ai tiré beaucoup de leçons. Pour cette saison sportive qui va commencer, parce que déjà vous êtes sur 3 saisons avec cette écurie vert et blanche de la ville de Goma, Cédric, une question, est-ce que Cédric va rester avec l'équipe du DC Virunga la saison prochaine ou il ira voir ailleurs pour ce qui concerne la saison 2024-2025? Bon, jusqu'à maintenant on ne sait pas, on attend juste les bons dieux qu'ils puissent ouvrir nos portes de sortie, mais jusque-là, il n'y a pas de nouvelles, on est là. On croise les doigts, attendons ce qu'il va se passer pour la saison à venir. Mais actuellement, Cédric, finissons cette interview avec vous. Vous avez actuellement des fans, des personnes qui croient en vous et en tout ce que vous faites. Qu'est-ce que vous avez envoyé comme message à toutes ces personnes-là ou à tous vos fanatiques qui vous soutiennent de près ou de loin? Je vais dire merci pour leur message d'encouragement, leur soutien qu'ils m'ont apporté durant. Je vais dire merci pour leur message d'encouragement, leur soutien qu'ils m'ont apporté durant ces stages que j'ai passés au Maroc avec l'équipe nationale. Et je peux dire aussi merci au nom de l'équipe du DC Virunga, à nos fanatiques, pour leur soutien qu'ils nous ont montré dans notre Coupe du Congo lorsqu'on était en déplacement. Je peux dire aussi merci à mes fanatiques qui me soutiennent de près et de loin, mentalement, financièrement et moralement. Je peux dire merci à tous. Allez, c'est la fin de cette chronique avec vous, Cédric. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, mon frère. Mesdames et messieurs, c'en est fini cette chronique du peuple qui était consacrée à ces jeunes joueurs qui évoluent déjà en ville de Goma, qui actuellement a connu le haut niveau avec la sélection nationale U20. Merci de nous avoir suivis, de nous avoir accordé votre attention. On se retrouve à très bientôt pour une nouvelle chronique. Banza Di Corando, médaillé de bronze avec les Léopards à la CAN 1998, a laissé la terre des hommes des suites d'une maladie. Frappés par cette disparition, ses anciens collègues qu'ils ont eu à jouer dans 20 clubs regroupés dans la structure mutuelle Banaveya et anciens joueurs MBVAJ en sigle ont procédé à leur deuxième visite de réconfort à la famille biologique ce samedi 15 juin où est observé le deuil au camp Kabila dans la commune de Lemba. La délégation était conduite par son coordonnateur, ancien capitaine des 20 clubs, Chikose Batulenga Frank. Sur place, ils ont apporté des paquets d'eau et remis une enveloppe à la famille pour faire face à quelques problèmes financiers pendant cette période. Satisfaite de ces gestes, Lissi Umba Kabila, petite sœur de Kasongo Banza Jean Moukoul, a remercié MBVAJ et les a demandé de ne pas sécher les pieds dans cette maison où vivait son frère comme font les autres juste après l'enterrement. Elle a profité de l'occasion
pour faire le démenti aux fausses informations qui circulent sur la toile faisant état des mauvais traitements auraient été réservés aux gens qui viennent assister au deuil par les habitants de Kankabila. Naki joueur naie batu nyonso oyo bazoloba n'importe quoi likola jaba lobike batu na kati ya ka so baye kotala bango baobotola biloko bakosi. Il faut rappeler que pour l'instant, le corps de Jean Moukoul se trouve encore à la morgue du cinquantenaire et la famille attend le programme qui sera présenté et validé par l'ASV Club et le ministère des Sports. Pour la 4e journée des éliminatoires Cannes 2015, les Congolais de la République démocratique ont pris les devants en marquant le premier but de la partie à la 20e minute sur une mauvaise appréciation du latéral gauche ivoirien Téné Seka. On croyait les Ivoiriens revenus dans la partie quand Yaya Touré, en solitaire, à l'entrée de la défense adverse, arrache l'égalisation. Un but partout. Les éléphants se font surprendre sur des contres par les Congolais par 2 fois à la 33e minute, puis 2 minutes plus tard, devant une défense absente de la Côte d'Ivoire. 3-1 à la pause. Sous pression, les éléphants de Côte d'Ivoire vont pousser à obtenir un deuxième but grâce à Salomon Kalou entré en jeu un peu plus tôt. 3-2 et 3-3 encore avec Salomon Kalou d'une frappe puissante qui bat le portier Kidiaba Robert à la 69e minute. La Côte d'Ivoire y croit encore, mais le coup de grâce vient à la 89e minute suite à cette montée congolaise. 4-3, la Côte d'Ivoire est terrassée sur ses bases par la République démocratique du Congo.